Chers auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir. Alors, ce soir, à la barre de cette émission, Gérard Vaudan, accompagné de l'inénarrable Eugène Crampon. Bonsoir Eugène. Bonsoir Gérard. Et ce soir, chers auditeurs, nous avons la chance, le privilège et l'honneur de recevoir Pierre Hilard. Pierre Hilard, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec Pierre Hilard, chers auditeurs, nous allons traiter du mondialisme. Le mondialisme, ses sources, ses projets. Qu'est ce projet, ses stratégies, et puis bien sûr un lien avec l'actualité. Alors, nous verrons effectivement les sources du mondialisme, les étapes dans notre histoire, la montée en puissance, et puis nous reviendrons surtout sur le XXe siècle, les échos politiques du mondialisme. Nous aborderons également l'Union européenne, qu'est l'Union européenne si ce n'est une stratégie du mondialisme. Nous développerons ce point, et puis nous aborderons également la notion de communauté transatlantique. Alors, une petite présentation de Pierre Hilard, peut-être très rapide, pour dire que Pierre Hilard, chers auditeurs, si vous ne le connaissez pas, eh bien, c'est un docteur en sciences politiques, un essayiste français, un professeur en relations internationales, ses recherches portent principalement sur l'instrumentation de l'Union européenne en vue de la constitution d'un bloc euro-atlantique, et nous pouvons citer le dernier ouvrage commis qui est sur la fondation Bertelsmann. Le titre exact, c'est Un empire des médias et une fondation au service du mondialisme, chez François-Xavier de Guibert, édition réalisée en 2009. Et nous avons bien entendu Eugène, allez-y mon cher Eugène. Oui, il y a 3 autres livres. Un qui est en cours de réimpression, le premier de Pierre Hilard, qui avait fait grand bruit à l'époque, qui s'appelle Minorité et régionalisme en Europe. Un second qui s'appelle La décomposition des nations européennes. Et puis un troisième important, c'est celui à partir duquel nous avons préparé l'émission ce soir, et qui s'appelle La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, destination Babel. Tout un programme. Effectivement, tout un programme. Alors, tous les livres chez François-Xavier de Guibert, me semble-t-il. Exact. Alors tous, pourquoi pas Bien, c'est le seul éditeur courageux qui acceptait à l'époque mon manuscrit. Les autres maisons d'édition refusaient. Et c'est le seul qui a accepté. Il a accepté après avoir confié le manuscrit à un spécialiste de l'Allemagne qui a lu et qui a vu les faits, qui s'était à chaque fois référencé. Il a dit que c'était un travail sérieux, qu'on pouvait être choqué, surpris par certaines choses, mais qu'on ne pouvait pas nier des preuves à chaque fois étayées par une référence précise. Et l'éditeur, François-Xavier Guibert, a été courageux, il a accepté de publier. Et depuis, vous savez, j'ai un sentiment de fidélité. La fidélité, ce qui fait que quand quelqu'un vous a fait confiance, on continue dans la foulée. Et voilà, tout simplement. Bon. Très bien. Eh bien, écoutez, alors dans un premier temps, Pierre Hilard, j'ai envie de vous demander, l'objectif étant surtout de débattre ou d'apporter un certain nombre de connaissances pour nos auditeurs, je dirais, d'après vous, quelles sont les sources du mondialisme et quelles sont, alors rapidement, vous nous brossez ça assez rapidement quand même, tout de même, nous n'avons qu'1h30, ce n'est que la première question. Vous faites peur. Alors, le mondialisme. Déjà, voyez-vous, je vais définir 2 mots. Mondialisme et mondialisation. On utilise ces mots, on utilise d'ailleurs un peu plus mondialisation à tort et à travers. La mondialisation est un phénomène qui a toujours existé depuis que l'histoire de l'humanité existe. La mondialisation, c'est uniquement... Ça correspond aux échanges humains et aux moyens de se déplacer en fonction de l'évolution matérielle. L'Empire romain, qui dominait donc la Méditerranée, c'était Mare Nostrum, il se déplaçait à pied, à cheval, en bateau. C'était les moyens de l'époque. Puis les moyens techniques se sont développés. Christophe Colomb est allé plus loin. Le Nouveau Monde, c'était la mondialisation intercontinentale entre l'ancien et le Nouveau Monde. Et puis les moyens de communication se sont développés au XIXe siècle, chemin de fer, etc. On est allé plus vite et plus loin, et ça a été la possibilité de communiquer, d'échanger des marchandises, etc. en tout genre. C'est un phénomène qui est naturel, et aujourd'hui, avec Internet, les moyens informatiques, Internet, la preuve avec cette émission, on peut toucher n'importe quel, Pékin qui habite de l'autre côté de la planète. Donc c'est un phénomène naturel Alors, finalement, c'est bon.
Ah, la mondialisation, oui, mais c'est un phénomène naturel de développement des techniques, des sciences, des échanges, voilà, la chose en elle-même est naturelle. En revanche, le mondialisme, alors ça, c'est pas naturel, dans ce sens que c'est, à première vue, une idéologie. En fait, c'est plus qu'une idéologie, c'est une mystique. Et là, il faut que les auditeurs comprennent véritablement qu'il y a une présentation matérielle du mondialisme par la volonté de réussir, par exemple, une gouvernance mondiale avec une monnaie mondiale, etc. Mais que ces apparences matérielles ne sont que la conséquence d'un travail fait en arrière, en amont, d'une mystique, d'unification de l'humanité sur des principes, finalement, d'humanité indifférenciée. Et pour reprendre une expression d'un mondialiste patenté, Jacques Attali. Ah, ça tombe bien, nos auditeurs attendaient qu'on en parle. Parce que, Jacques Attali qui parlait de l'humanité nomade, voilà. C'est-à-dire sans racines. Et le mondialisme le rejette tout ce qui est tradition, le classicisme, les choses ancrées dans le passé, où on se transmet le flambeau. Négation des identités. Voilà, négation des identités. Et le mondialisme veut faire de l'homme un être indifférencié, nomade, interchangeable, productiviste, et j'appelle ça un estomac prolongé par un simple sexe. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que plus de blanc, plus de noir, que du gris et des pousseurs de caddie. Oui, et des consommateurs, et je dis toujours que tout le programme du mondialisme, il est sorti en 1931 dans un livre apparemment de science-fiction, mais en fait c'est un véritable programme politique, c'est l'ouvrage de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, où vous avez un État mondial avec des blocs continentaux unifiés, dirigés par un grand administrateur pour chaque continent. Et lorsque vous parliez de cette humanité indifférenciée, le grand administrateur du bloc européen porte un prénom et un nom particulier. Le prénom, il s'appelle Mustapha, le nom Meunier. Mustapha, prénom typiquement arabe, Meunier, nom typiquement français, mais il n'est plus arabe, il n'est plus français, il est un produit hors sol, produit du système, indifférencié. Et en 1931, cet ouvrage qui présentait donc un idéal d'État mondial avec une humanité subdivisée en 5 catégories entre les très intelligents, moyennement intelligents et puis ceux qui sont vraiment abétis en fonction de manipulation génétique. En 1931, ce livre était, oui, un bon livre de science-fiction, mais en fait, il devait être rangé dans le rayon sciences politiques. C'est un programme politique. Et si j'ai le temps, je parlerai de Aldous Huxley, de ses origines et de son frère, Julian Huxley. Si vous me permettez, ou bien vous avez peut-être d'autres questions. Citez le livre. Vous n'avez pas cité le livre, Pierre. Alors, pour Aldous Huxley, c'est le meilleur des mondes, A Brave New World, qu'on achète à la FNAC à 7-8 euros, je crois, le bouquin, livre de poche. Alors, c'est la théorie du grand complot dans toute sa splendeur, là, que vous nous relatez. C'est amusant parce que le mot complot n'existait pas jusqu'à l'affaire Strauss-Kahn. Et là, quand les oligarchies sont touchées, alors là, c'est le complot pour certains. En fait, bon, déjà, oui et non. Oui, d'abord, le complot, ça existe. Le mot existe, les choses existent. L'assassinat de Kennedy, il y a un complot. On devine qu'il y a certaines choses qui ont joué en sa défaveur, mais on n'arrive pas à préciser de manière nette, précise, carrée, les commanditaires. Bon, il y a eu un complot. Le complot, ça existe. Mais dans le cas actuel du nouvel ordre mondial, du mondialisme, il y a un complot, oui, mais un complot qui laisse quand même pas mal de traces, de documents, de rapports. Il suffit de consulter soit le site de la Commission européenne, soit aller à l'UNESCO, soit lire les rapports du Parlement européen. Vous savez, mais est-ce que vous diriez que c'est une conspiration à ciel ouvert? Ah, c'est l'expression de Richard de Coudenhove-Kalergi, reprise, en fait, qu'il a reprise auprès de H.G. Wells, l'Open Conspiracy. Oui. Les preuves sont devant nous. Simplement, il faut être curieux. Et j'ajoute que derrière ces preuves, il y a une conspiration, il y a vraiment une élite, une super élite qui est derrière tout ça. Simplement, déjà, rien que les preuves suffisent à montrer qu'il y a une volonté d'aboutir à un monde différencié, unifié. Juste un exemple pour nos auditeurs, un exemple de preuve. Alors dites-nous. L'embarras du choix. Bon. Alors écoutez, je vais commencer avec Huxley, le fameux Aldous Huxley, auteur du bouquin, donc, Le meilleur des mondes, sorti en 1931. Son origine sociale. Il appartenait à la haute bourgeoisie anglo-saxonne, qui était pour un État mondial, pour l'eugénisme, la sélection de l'être humain. Mais c'est horrible! Ce sont les faits. Et je vais peu à peu, vous allez voir, développer le truc. Et vous allez voir que des mots qu'on entend, on ne connaît pas les ancêtres. Aldous Huxley, donc, eugéniste, partisan de l'État mondial, etc. Aldous Huxley avait un frère qui s'appelait Julian Huxley.
qui lui aussi, comme son frangin, avait la même mentalité, bon, État mondial, eugénisme, etc. Eh bien, c'est ce Julian Huxley qui a créé qui est devenu en 1946, ou 47, je ne sais plus la date exacte, le premier président de l'UNESCO. Et tout le monde connaît l'UNESCO en faveur de l'éducation, de la culture. Mais oui, parce que l'éducation, il faut formater les esprits d'une certaine manière, et évidemment, il faut formater d'une certaine manière en présentant des documents, des rapports qui vont canaliser dans le bon sens, enfin dans le bon sens à eux. Comme par hasard, le premier président de l'UNESCO, c'est Julian Huxley, truc archi officiel. Je continue. On parle, vous savez, de cet institut qui s'appelle le WWF, archi connu, le World Wide Fund for Nature, enfin la protection de la nature. Le logo est un petit panda. Voilà. Les petits pandas, ils sont mignons, panda, les petits mais pandas. c'est sympa. Et protection de la nature, toute personne censée pour la protection de la nature, contre la pollution, de l'eau pure, un air respirable, la chose en elle-même est normale. Bon. Qui est le fondateur du WWF? Eh bien, c'est le cousin Huxley, non? C'est toujours le Julian Huxley. Lui. Le même. Personne ne le connaît. Et en fait, la création de cet institut, il a un site internet, WWF, il suffit d'aller sur j'allais dire, cliquer sur Histoire, on a tout l'historique avec le fondateur, Julian Huxley, pour vous dire, comme c'est pas un complot, il suffit de lire. Site officiel. Eh bien, le Julian Huxley, pourquoi il a créé cet institut? Dans le but New Age, vous savez, de divinisation de la nature, c'est-à-dire faire de la nature, on appelle ça Gaïa, la mère nature qu'on voit dans le film. Et juste au moment où je parle du film, normalement le nom vous échappe à ce moment-là. Hein. On a, vous savez, tous les personnages en bleu. Il est sorti il y a un an. Avatar. Avatar, voilà. Un point pour Gérard Vaudan. Bravo. Eh ben, Avatar, c'est l'exemple type d'une tribu qui a pour dieu un arbre qui est lié à la nature, c'est cet idéal de divinisation de la nature. C'est typiquement New Age mondialiste. Et je continue. Donc c'est Julian Huxley. On peut quand même, excusez-moi, je vous coupe, oui, mais on peut quand même diviniser la nature sans être mondialiste. Ah bah, chez eux, si, parce que l'amour de la nature, moi j'aime la nature, mon rêve c'est de créer une forêt, pour vous dire que, mais c'est pas pour autant que je vais faire d'un chêne planté, que j'ai déjà planté d'ailleurs quand j'avais 15 ans dans le jardin de mes parents, que je vais en faire un dieu. En fait, c'est une volonté d'inversion, faire disparaître les religions, et en particulier le catholicisme, et on parlera aussi de l'engagement des autorités politiques, des autorités religieuses romaines depuis Vatican II. Ouais. Je rappelle l'encyclique de Jean XXIII, donc on est dans les années 1960. Donc premier pape de Vatican II qui parle dans son encyclique Pacem in Terris d'un État mondial. Voilà. Alors il faut être franc, il ne cite pas État mondial, il n'écrit pas gouvernance mondiale, mais les phrases, les mots qu'il utilise vont dans ce sens-là. Et très rapidement pour le fameux Julian Huxley, donc premier président de l'UNESCO, fondateur du WWF qui divinise la nature, qui a été le premier président du WWF, eh bien le mari de la reine des Pays-Bas de l'époque, à l'époque il s'appelait la reine Juliana, son mari s'appelait le prince Bernhard, et qui a été aussi le premier président du Bilderberg, autre institut mondialiste. Donc on retrouve toujours les cousins, les copains, des liens soit familiaux, soit des liens professionnels. Et c'est archi officiel, vous allez sur le site du WWF et vous avez toute la liste des présidents dont le prince Bernhard qui ensuite a eu comme successeur, un des successeurs, le mari de la reine d'Angleterre, le prince Philippe. Et je demande aux auditeurs d'être très attentifs, les familles royales anglaises et hollandaises sont très puissantes. Il ne faut pas voir uniquement le carrosse et puis la main qu'on agite devant le bon peuple. Ce sont des familles liées au mondialisme, richissimes, et le cousin, c'est un peu petit détail, le cousin de la reine d'Angleterre, donc Elisabeth II, le cousin qui s'appelle Michael de Kent, et le grand patron de la franc-maçonnerie anglaise. Là, donc vous voyez, bon voilà. J'allais vous demander, et quid de la franc-maçonnerie dans tout ça, parce que dans, on va dire, l'imaginaire commun, ou enfin un cliché par excellence, la franc-maçonnerie tire les ficelles, dirige tout, etc. Alors oui, quelque chose là-dessus? Alors, on peut établir un parallèle entre... Alors d'abord, avant de parler du parallèle, un historique très rapide de la franc-maçonnerie. Toujours commencer les origines, puis arriver à la situation actuelle. Officiellement, la première loge maçonnique a été créée en 1717, à Londres, par 2 Anglais. Alors je dis bien officiellement parce qu'en fait, il y a eu des signes avant-coureurs bien avant 1717.
mais j'allais dire l'accouchement officiel, c'est 1717, 2 Anglais, 2 protestants, parce qu'il faut bien rappeler que le protestantisme est lié à la maçonnerie, en quelques mots je dirais pourquoi tout à l'heure. Ces 2 protestants anglais, le premier, l'anglais s'appelait James Anderson, et le deuxième anglais, je dis bien anglais, mais qui porte un prénom et un nom bien français, il s'appelait Jean Théophile des Aguliers. On va dire, attendez, ça fait pas très british tout ça. La raison est toute simple. Jean Théophile des Aguliers a fui la France après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 avec ses parents. Il était donc un huguenot. Il a été naturalisé anglais, donc il a gardé son prénom et son nom français. Et bon, en revanche, protestant lui aussi. Et en fait, la maçonnerie anglaise, maçonnerie tout court, vous avez la maçonnerie athée, la maçonnerie déiste qui dit qu'il y a une entité supérieure sans donner de définition précise. En fait, le bloc, le cœur même de l'idéologie maçonnique, repose sur 3 points. Alors je vais citer les 2 premiers mots qui font des mots sérieux, mais je vais expliquer. Le premier, c'est ce qu'on appelle le nominalisme. En philosophie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun a sa vérité. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Et d'ailleurs, quand on discute souvent, les gens disent écoute, je respecte ta vérité, tu as ta vérité, moi j'ai la mienne. Chacun a sa vérité, et c'est une vérité évolutive. C'est-à-dire que ce qu'on pense aujourd'hui sera changé dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors que dans la morale catholique, il est dit qu'il y a des vérités éternelles qui ne bouge pas. Bon, voilà, c'est un fait. Deuxième point de l'idéologie maçonnique, c'est le naturalisme. C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est en opposition complète avec le catholicisme. Le catholicisme dit qu'il y a un homme qui est né, Jésus de Nazareth, qui est le Messie, le Fils de Dieu, etc., qui est mort sur la croix, ressuscité, etc. Bon, et il faut y croire. C'est une vérité absolue religieuse, c'est la révélation. Le naturalisme maçonnique dit n'importe quoi, il n'y a aucune explication scientifique prouvant par A plus B que ce Christ est le Messie, qu'il est né d'une vierge, qui est resté toujours vierge même après sa naissance. C'est techniquement, biologiquement impossible. Ressuscité, apportez-moi la preuve, il n'y a aucune preuve. Donc, en fait, le naturalisme a une vision purement, j'allais dire, médicale, scientifique, qui rejette le surnaturel, qui, quelquefois, pour le catholicisme, dit que parfois il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer matériellement, scientifiquement. Et le troisième point de l'idéologie maçonnique, c'est que c'est la primauté de l'homme. L'homme est au centre de toute chose, alors que dans le catholicisme, c'est Dieu qui est au centre de toute chose, et l'homme qui est le second. Voilà, pour faire court. Alors, je précise une chose, c'est que l'idéologie maçonnique, c'est l'homme en règle générale, au centre de toute chose, et vous avez eu, entre guillemets, au sein du groupe maçonnique, des loges maçonniques, des branches dissidentes. Et je vais peut-être faire bondir certains, des branches protestantes maçonniques qui se sont spécialisées dans des catégories d'hommes. Dans ce sens que le communisme est une branche maçonnique protestante qui s'est catégorisée dans un homme particulier, le prolétaire, la branche sociale. C'était pas le bourgeois, c'était pas le noble, c'était le prolétaire, le monde ouvrier. Bon. Le nazisme est une branche protestante de l'idéologie maçonnique qui, elle, s'est catégorisée dans une catégorie l'arien, le germain, une catégorie d'hommes, un peu comme on dit un généraliste, vous avez ensuite un pneumologue, gynécologue, tout ce que vous voulez. L'idéologie maçonnique s'est focalisée sur un homme qui n'était pas le slave, qui n'était pas le latin, qui n'était pas le celte, mais le germain. Et le germain, c'était l'allemand, avec des subdivisions, les flamands, les suédois. Ça peut surprendre, mais... Là, je vous confirme qu'effectivement, vous allez faire bondir un certain nombre d'auditeurs. Hein. Je sais, mais bon, on est là pour discuter, et ils ont le droit de ne pas être d'accord. Absolument. Non, mais c'est aussi tout l'intérêt de la chose. Par contre, rajouter parmi les 3 points... Merci Phyllis. Parmi les 3 points de la maçonnerie, il y en a un 4e qui revient de manière récurrente dans tous leurs discours, c'est la fameuse République universelle. Voilà, donc on rejoint l'idéal mondialiste, le travail d'horloge qui prépare tout ça. Voilà, c'est que la finalité de tout ça, avec ces 3 points, c'est de converger vers un but d'une unité mondiale, d'un homme indifférencié. Et en fait, c'est la grande tentative de créer Babel. J'ai mon livre, la marche irrésistible du nouvel ordre mondial. J'ai rajouté sur un fond rouge, d'ailleurs vous avez ça sur Amazon ou sur le site de la FNAC. Vous n'avez pas rajouté vu à la télé? Non, pas encore, parce que je passe pas à la télé. Si une fois je suis passé à France 24 avec l'ambassadeur afghan, mais ils m'ont jamais réinvité. C'est lui qui disait entre autres que c'était en 2008, hein, mars 2008 je crois l'émission, où il disait que les choses s'amélioraient en Afghanistan. Bon, je lui ai dit que... Il avait raison.
Ah oui, Si on est taliban, forcément. Voilà, et j'avais dit, écoutez, si vraiment c'est le cas, il manque plus qu'un office du tourisme à Kaboul. Et Oui, là, il arrive effectivement. parce qu'il s'est rendu compte que oui, c'est pas quand même demain la veille. Effectivement, on peut toujours attendre. Et sur mon bouquin, donc la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, j'ai mis Destination Babel. Pourquoi? Parce que marche irrésistible donne une impression de victoire de l'ennemi. Non. Apparemment, ils gagnent, mais ils vont perdre. Alors, Destination Babel, c'est pour montrer que Babel, ça s'est terminé par un échec. C'est pour montrer l'origine religieuse et mystique de ce mondialisme. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez dit religieuse? Oui, il y a un côté religieux. J'ose prononcer le mot satanique. Ah, là, vous l'avez prononcé. Hein. Voilà. Je le dis. Satanique, alors il y a une attendez. forme de satanisme. Il va falloir expliciter, là. D'abord, vous allez voir. Comment dire, l'historique du. Si vraiment on fait un historique, vous avez le monde antique et le monde chrétien. En ce qui concerne le monde antique, le premier chef d'État, alors je parle de faits historiques, hein, le premier chef d'État à l'esprit mondialiste, monde antique s'appelait Nemrod, ou Nimrod, la version anglaise, hein, Nemrod, N-E-M-R-O-D. Et c'est lui qui est à l'origine de la fameuse tentative de construction de la tour de Babel. Tour Babel qui a été reproduite par une peinture, la peinture de Bruegel. Vous avez cette tour qui s'élance dans le ciel et qui est tronquée de biais au sommet. Or, comme par hasard, et c'est évidemment pas le hasard, regardez tous, allez sur Internet, tapez Parlement européen, tapez images, et vous verrez que le Parlement européen, c'est une tour tronquée, comme la peinture de Babel représentée par le peintre Bruegel. Donc on voit qu'il y a une continuité de pensée. Et d'ailleurs, dans l'histoire, Nemrod a été puni par Dieu, lui qui voulait être le Tout-Puissant. Il a été tué par l'être le plus faible, par un moustique qui était rentré par une narine de son nez, il lui a causé des maux de crâne horribles et il en est mort comme ça. Donc l'être le plus faible qui a mis à terre la démesure, l'orgueil d'un homme qui voulait surpasser Dieu. Bon, Vous avez le prix de moustique quand même. Ah oui, il n'y avait pas de produit Pire que anti-moustique. l'escale moustique. Voilà. Mais, donc, vous avez l'exemple, là que je cite historique, mais vous avez aussi l'exemple de cet homme hors du commun. On peut, voyez-vous, on peut ne pas aimer, ne pas être d'accord avec ces gens-là, mais on ne peut pas leur enlever une chose, ils sont parfois extraordinaires, et je pense à un chef d'État du monde antique absolument extraordinaire, qui s'appelait Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, son rêve, c'était d'unifier l'Occident et l'Orient. Et comment? Eh bien, il y a les fameuses noces de Suse en 334 avant Jésus-Christ, où il a épousé donc la fille du roi perse Darius. Lui et 10 000 de ses hommes, donc des Grecs, des Européens, qui ont épousé les filles du cru du coin, pour créer une humanité mélangée, métissée, Ah oui, qui n'était plus grecque, qui n'était plus orientale, qui était autre. Voilà, on a toujours cette même mentalité. Voilà les deux exemples du monde antique. Alexandre le Grand, Jacques Attali, même combat. Ah bah Jacques Attali, il faut lire. Je crois qu'aujourd'hui, continue dans la même voie. On peut, il y a même plus à se cacher ou à se planquer derrière les mots. Aujourd'hui, il suffit de lire les livres de Jacques Attali. Il suffit de lire les derniers textes qui ont été co-signés en France par Gilles Bernheim, le grand rabbin de France, avec Alain Finkielkraut. Ils disent la marche de la politique mondiale, c'est nous qui la menons dans un sens qui est de donner corps finalement aux prophéties bibliques. En quelque sorte, c'est une idéologie, enfin, c'est une pensée, c'est une idéologie qui vient qui vient du fond des âges. Hein. Ça a traversé le temps, toutes les persécutions, c'est assez admirable, hein, d'ailleurs. Hein. Ah oui, cette persévérance. Et d'ailleurs, il y a un des livres de Jacques Attali où, dans cette gouvernance mondiale, il donne la capitale du monde, Jérusalem. On a envie de dire. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi pas Helsinki, Bamako Et le dimanche à Bamako, voilà. c'est le jour du mariage. Absolument, très bon, Eugène. Merci, Eugène. Voilà. Donc en fait, Jérusalem, bon, on va pas jouer les innocents, on comprend tout de suite pourquoi Jérusalem. D'ailleurs, pour la petite histoire, là aussi les internautes, Internet, c'est toujours à double tranchant, comme toute invention humaine, mais Internet balance des informations qui sont fort intéressantes, qu'ils tapent sur Internet les mots-clés comme palais de justice, Tel Aviv, pyramide. Et vous avez le palais de justice, donc, qui est à Tel Aviv, et il tape image. Et en fait, ce sont des photos aériennes. On voit un palais de justice, un bâtiment moderne, etc. Et au centre de ce palais de justice, il y a une immense pyramide avec un œil au sommet. C'est le bâtiment de justice israélien, archi-officiel. Alors la pyramide, on ne peut pas la voir quand on est, paraît-il, debout, je veux dire, au rez-de-chaussée, enfin à l'extérieur. On peut véritablement la voir, cette pyramide, avec l'œil, vue aérienne. Mais on a envie de dire, pourquoi
Pourquoi cette décoration? Alors, évidemment, bon, il y a quelque temps de ça, j'étais à Karlsruhe. Bon, à Karlsruhe, vous avez au centre de la ville une pyramide. On a envie de dire, mais pourquoi cette décoration? Pourquoi pas un carré? Les Pourquoi Égyptiens. pas Oui, avec Non. cette tradition. Oui, oui, oui. Ramené par Bonaparte chez nous. Par exemple. Mais je vais aller apporter de l'eau à votre moulin. Je parlais des chefs d'État mondialistes du monde antique. Le premier chef d'État esprit mondialiste de l'ère chrétienne, c'est un empereur du Saint-Empire romain germanique du XIIIe siècle, qui est mort en 1250, et vous allez voir la modernité du bonhomme, un homme extraordinaire qui s'appelait Frédéric II de Hohenstaufen, qui était très intelligent, cultivé. C'est lui, entre autres, qui est l'auteur d'un traité sur l'art de la chasse avec les faucons. Et traité qui est toujours valable. Donc vraiment un homme éclectique, mais surtout, il était, et ça c'est l'esprit typique du mondialisme, indifférent au catholicisme. Je rappelle, le XIIIe siècle, c'est l'époque de Saint-Louis, c'est l'époque du catholicisme, des cathédrales, bon. Et lui, c'est le premier chef d'État à voir les religions d'une manière indifférenciée, que ce soit le catholicisme, l'islam, le judaïsme. Pour lui, c'était pareil, il fallait un mélange de toutes les religions, et ça allait très loin, puisque il s'est fait excommunier par l'Église. Il a fait venir des immigrés, en fait des soldats musulmans avec leur famille, regroupement familial, Je croyais que en c'était Giscard en Italie. 73. Oui, mais en fait, en Italie du Sud, dans un petit patelin qui s'appelait Lucera, il leur a construit une mosquée. Donc vous voyez, avec les moyens techniques de l'époque, la mondialisation de l'époque qui faisait que les moyens de déplacement étaient lents, à cheval, etc., ce que vous voulez. Mais déjà, il avait cette volonté de mélanger en terre chrétienne, eh bien, une mosquée avec des populations musulmanes, chose absolument incroyable à l'époque. Mais il était moderne par rapport à notre époque, où alors là, il serait gâté. Là, oui. Enfin, là, vous venez quand même de briser deux grands mythes, hein. Pierre Hillard, Alexandre désolé, le Grand c'est et purement- Hohenstaufen. Blam, allez, Mais par terre. Hohenstaufen est un homme extraordinaire, mais on se dit toujours, dommage qu'une intelligence aussi hors norme était vouée à des choses qui étaient finalement mauvaises. En fait, c'est le principe de l'indifférence. Toutes les religions se valent, tous les peuples sont mélangés, le refus des traditions. Voilà. Et créer la première mosquée en Italie du Sud avec une communauté musulmane qui avait fait venir, une immigration avec les familles qui venaient avec, mais c'est d'une modernité, mais simplement avec les moyens de l'époque, quelques milliers de personnes. Aujourd'hui, c'est bon. Il faut rajouter Ouais. plusieurs zéros. Eugène, vous vouliez dire quelque chose? Non, je crois qu'on a fait le tour des origines bibliques du mondialisme, on va dire ça comme ça, de la maçonnerie. Je crois que l'accélération se fait après la Révolution française, de cet esprit-là. Ah ça, oui, oui, oui. Hein, vous citez même un personnage emblématique dans vos écrits, c'est Anacharsis Clootz. Oui, Anacharsis Clootz, qui était français, mais en fait, il faut toujours s'intéresser aux origines, était un juif prussien. Un juif prussien naturalisé français qui, je vais citer sa formule, disait, alors je cite Anacharsis Clootz, donc dans le moment de la Révolution française, l'humanité ou le genre humain ne vivra en paix que lorsqu'il ne formera qu'un seul corps, une nation. En fait, dans son esprit à lui et puis de ses copains, la Révolution française n'était pas une finalité mais une étape. Il fallait détruire un ordre classique. Je rappelle que la mort de Louis XVI, alors là je vais dire uniquement quelque chose de factuel, après on est pour, on est contre, c'est autre chose. Mais la mort de Louis XVI, guillotiné donc place à Concorde à l'époque, donc enfin à l'époque ça s'appelait place Louis XV, guillotiné le 21 janvier 1793, c'est un baptême, un rituel maçonnique avant d'une certaine manière, puisqu'en fait les révolutionnaires ont fait plus que tuer le roi, ils ont... Alors, pour être plus précis, d'un point de vue strictement politique, le roi de France, qui s'appelle Louis XVI, Louis XV, Louis XIV, Henri IV, etc., était le lieutenant du Christ. C'est-à-dire que la France, depuis le baptême de Clovis en 496, était finée de l'Église. Voilà, bon, c'est purement historique, comme je dis, le Christ est mort pendu, crucifié, fusillé, c'est crucifié, c'est un fait. Bon. Donc là, les rois de France étaient les lieutenants du Christ, et les rois de France devaient, en tant que délégués du Christ, appliquer une politique catholique. Mais voilà, la nature humaine, elle est là, et la faiblesse humaine, elle est là, et les rois de France, il y a eu de tout. Hein. Il y a eu entre Saint-Louis et Louis XV, il y a une légère différence. Mais les rois de France,
avait, lors des paroles du sacre, des paroles très précises. Il prêtait serment en disant qu'il devait lutter contre l'hérésie. Alors, juive au début, puis avec les protestants, ça s'est rajouté. Louis XVI, il a d'ailleurs violé les paroles du sacre, puisque il a 3-4 ans avant la Révolution française, financé avec ses propres deniers la restauration de la synagogue de Metz. Il a violé les paroles du sacre. Donc, pour vous montrer que ils avaient beau être, d'un point de vue de sciences politiques, les délégués, les ministres du lieutenant du Christ, en tant qu'hommes, ils commettaient parfois des bêtises. Et en fait, la Révolution française, à défaut, et je pense en particulier à Robespierre, qui a voté la mort de Louis XVI, à défaut de pouvoir décapiter le Christ, ils ont décapité l'élément le plus proche, son lieutenant. Et je n'ai jamais pu savoir le nom. Lorsque Louis XVI a été décapité, il y a un homme qui a plongé un tissu, un mouchoir, peu importe, dans le sang de Louis XVI, et qui a aspergé 3 fois la foule. Dans le rituel catholique, au début, vous avez un chant latin qui se dit aspergeme, c'est-à-dire que le prêtre, avec le goupillon, bénit la foule avec de l'eau bénite. Et cet homme-là, il a fait la même chose, mais avec le sang de Louis XVI. Les gens qui voient ça de manière matérielle vont dire, surtout ceux qui étaient présents autour de l'échafaud ont dû se dire, mais il est con ce mec, il nous balance du sang, mais ça va pas partir au lavage, je vais me faire engueuler par ma bonne femme, il est con, voilà le truc, bien, ras des pâquerettes. Ah non. Oui, ras des pâquerettes pour ceux qui voyaient que l'aspect matériel. En fait, c'était un baptême, un rituel. C'est-à-dire, à défaut d'avoir pu tuer le Christ, ils ont décapité son lieutenant et ils baptisaient la naissance de cette France, s'appuyant sur les principes maçonniques, sur le sang de la victime. C'est un rituel. C'est un rituel. Je rappelle que la sainte ampoule qui permettait le sacre des rois de France depuis Clovis, cette sainte ampoule qui ont prélevé une petite goutte de cette ampoule qui, paraît-il, avait été apportée par le Saint-Esprit au moment du baptême de Clovis en 496, cette sainte ampoule a été détruite, brisée par Philippe Ruhl, R-U-H-L, qui était protestant. On retrouve toujours, vous verrez jamais un catholique traditionnaliste dans la Révolution française, vous verrez toujours des origines bien précises, et ce n'est jamais l'effet du hasard. Donc on voit bien qu'il y a une césure. Le fédéré de Charles Maurras, il joue un rôle. Il joue un rôle. Le maçon, le protestant et le métèque. Voyez-vous, il faut voir... Avec des guillemets, Eugène, hein, c'est bien... Il faut voir. Maurras parlait des 4 États confédérés. Mais, chose est sûre, lorsqu'on voit l'origine de ceux qui sont à la tête de la finance américaine, on croit lire la liste de Schindler. Alors justement, tiens, parlons de la finance, là. Parlez-nous je dirais, du rôle de la banque, là. À ce micro, il y a quelques semaines, on avait Alain Soral, qui était notre invité. Il y avait notamment, c'était à propos de son livre, où tout au long de son livre, Comprendre l'Empire, on voit vraiment bien, c'est assez intéressant, on voit vraiment bien apparaître le rôle de la banque. La montée en puissance de la banque à travers l'histoire, sa prise du pouvoir. Alors, la Fed, 1913 non 1913, en fait, vous savez, en histoire, tout a été inventé. Et la Fed, avec Goldman Sachs et compagnie, en fait, le Goldman Sachs, il s'appelait l'Ordre des Templiers au XIIIe siècle. L'Ordre des Templiers au XIIIe siècle, Philippe le Bel, pour vous montrer la modernité, que la mondialisation n'est que l'accélération des techniques, mais que l'esprit reste le même. Philippe le Bel, donc des années 1300 par là, était emmerdé par une super, entre guillemets, corporation, c'est un groupe religieux, mais qui était en même temps une puissance financière énorme, qui était un État dans l'État. Et que si Philippe le Bel ne faisait rien, cet État dans l'État, qui était le Goldman Sachs de l'époque, prenait le dessus. Il a arrêté les grands dirigeants, Jacques de Molay en particulier. Après, la méthode pour réprimer, c'est la rudesse de l'époque. Mais il a, comment dire, éradiqué le mal. Le monde de la finance a véritablement pris son essor, d'abord dans le monde anglo-saxon, ça c'est la maison mère. Et ce monde de la finance a essaimé partout, et la Révolution française, le pauvre peuple qui a été roulé dans la farine, d'ailleurs c'était un révolutionnaire qui s'appelait Camille Desmoulins, qui disait sous forme de boutade en 1789 qu'on n'aurait pas trouvé 10 républicains en France. En fait, les Français, il suffit de lire les cahiers des États généraux, il n'y a pas une phrase, il n'y a pas une ligne anti-monarchique, anti-roi, qui a eu des réformes, oui, mais pas de révolution.
C'est étrange parce que c'est quand même ce qu'on apprend à nos enfants à l'école aujourd'hui. Oui, ah bah oui, il n'y a pas de secret. Les bouquins d'histoire, Malé Isaac, sont truffés de mensonges. C'est bien simple, vraiment. Pendant des siècles et des siècles, c'était la noirceur la plus grande. Et puis la lumière est enfin apparue en 1789. Il ne s'agit pas d'enjoliver la période d'avant 89. Il y avait des choses qui n'étaient pas jolies, mais il y avait des choses magnifiques. Et quand je vois la cathédrale ou la chapelle, la Sainte-Chapelle, eh ben, quand on voit Beaubourg à côté, je préfère la Sainte-Chapelle sans hésiter. Il y a des choses extraordinaires. Dites donc, le quartier est super sympa, Beaubourg. En plus, les gens vivent la main dans la main, si je puis me permettre. Écoutez, hein, bref. Alors, revenons à la banque. Revenons à la banque. Alors, pour actualiser quelque peu, la banque et les deux plus grosses boucheries européennes que sont la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Une analyse, un mot là-dessus? Alors, je disais tout à l'heure que, en fait, l'origine du mal est quand même anglo-saxon, associé aussi à une élite juive. On peut pas se voler Rothschild, entre guillemets. Bah oui, il s'appelait pas Dupont-Durand, il s'appelait Rothschild. Donc, je dis tout de suite, l'antisémitisme est une faute morale, mais moi, je suis catholique, donc on doit être respectueux des personnes, peu importe leurs origines, mais on peut quand même constater leurs défauts et ne pas être d'accord avec l'action d'un tel ou un tel. Donc, il ne faut pas se la face. Ils sont pas corses, hein, ceux qui agissent. Donc, les Rothschild, le monde de la finance juive associé à une élite commerciale britannique, mais ils ont mené le bal. Et pour les Premières et Deuxième Guerres mondiales, en fait, il faut lire les ouvrages anglo-saxons ou allemands, mais anglo-saxons en particulier, parce que vous savez, là où se trouve le poison, se trouve le remède, très souvent. Et vous avez des anglo-saxons à l'origine du mal, mais vous avez aussi des anglo-saxons qui ont su combattre ce mal. Et je pense en particulier d'abord à un Anglais naturalisé américain qui est mort en 2002, et c'est un sacré monsieur, il s'appelait Anthony Sutton, Sutton, S-U-T-O-N, il y a des vidéos sur Dailymotion, YouTube, et un autre, lui un Américain qui s'appelait, il est mort en 77, il s'appelait Carroll Quigley. Et en ce qui concerne Anthony Sutton, il a écrit entre autres plusieurs livres sur le mondialisme, enfin sur les oligarchies, et entre autres écrit une trilogie dans les années 60, Wall Street et le nazisme, Wall Street et les bolcheviks, et Wall Street et FDR. FDR, c'était Franklin Delano Roosevelt. Livres malheureusement qui n'ont pas été traduits en français, hélas. Et entre autres dans le bouquin donc Wall Street et les bolcheviks, Anthony Sutton apporte les preuves. Alors quand je dis les preuves, d'abord je situe le personnage, il était professeur d'université à l'Institut Hoover. Et il s'appuyait sur les travaux, sur des pièces d'archives, uniquement des pièces d'archives du Congrès des États-Unis, enfin de différents instituts. D'ailleurs, il a payé très cher ses découvertes parce que il avait déjà une formule qui disait persecute, never prosecute, c'est-à-dire persécuter, jamais poursuivi en justice. Il n'a jamais été poursuivi en justice, mais il était puni parce qu'il était foutu à la porte de sa chaire d'enseignement de l'Institut Hoover et interdit de consulter les pièces d'archives des congrès des États-Unis, etc. Et entre autres, comme par hasard. Donc c'est déjà facile pour vous dire que le bonhomme, il était inattaquable. Bon, et quand il a sorti ses bouquins des années 60 pour sur les bolcheviks, il montre avec les références, c'est bien simple, je me disais, quand je lisais le bouquin, je disais, Anthony, il me faut la preuve, la référence, le file, dossier, numéro tant, rapportant, page tant, le truc béton. Et les choses qu'il met, il montre que la City, City et Wall Street, les deux centres de l'oligarchie anglo-saxonne, ont financé les bolcheviks. Et je vais citer deux exemples. Le premier exemple, c'est la première ambassade, sans avoir le nom, représentation politico-commerciale de la toute jeune Union soviétique, révolution bolchevique 1917, en 1918, la première représentation politico-commerciale de l'Union soviétique aux États-Unis n'était pas à Washington, capitale des États-Unis, mais à New York. C'est une autre capitale. Capitale de la finance, capitale de beaucoup de choses. Et Anthony Sutton va très loin, puisqu'il donne toute la liste
des membres du comité de cette représentation soviétique qui n'était même pas dirigé par un Russe mais par un Allemand qui s'appelait Ludwig Martens, très intéressant. Tout se perd. Et l'adresse se trouvait exactement dans le gratte-ciel où se trouvaient tous les grands patrons de la finance de Wall Street. Je crois que c'était au 17e étage, enfin peu importe l'étage de l'immeuble qui se trouve au 25e, pour vous dire. Et le deuxième exemple que je peux vous citer, donc déjà rien que ça on a envie de dire, bon. Et le deuxième exemple, la première banque soviétique qui a été créée en 1922, 1923, 24, enfin au début des années 20, cette première banque soviétique s'appelait la Ruscom Bank. Donc on va dire, banque soviétique dirigée par un soviétique, enfin un truc là. Non. La première banque soviétique était dirigée par un juif suédois qui s'appelait Olof Eichberg, qui était le patron de la finance suédoise très liée au monde anglo-saxon. Et d'ailleurs, la Nidbanken, je crois, ou la Nuitbanken, je ne sais plus exactement le nom suédois, dirigé donc par Olof Eichberg. Et Olof Eichberg avait un représentant de sa banque à Londres. Et son nom est très facile à retenir, c'est une marque de thé qui s'appelait Earl Grey. Et Earl Grey, qui avait donc comme supérieur Olof Eichberg, travaillait main dans la main avec les oligarques anglo-saxons, dont un, si j'ai le temps d'en parler, qui s'appelait Alfred Milner, qui était le directeur de cabinet du premier ministre anglais Lloyd George. Et donc, Olof Eichberg était le patron de cette banque soviétique, et le représentant de la banque soviétique pour les affaires internationales, c'était un Américain, membre d'une entreprise américaine cotée à Wall Street, dont le nom m'échappe. Je crois qu'il s'appelait William Taylor. Bon, son nom m'échappe. Là, je mets un petit bémol. Je sais que c'est un Américain. Donc, pour vous montrer les accointances, et il a fait pareil avec le nazisme, il l'a montré avec les documents, les références, les sommes d'argent transmises par les élites anglo-américaines aux personnes entourant Hitler. On peut rebondir sur ce que vous dites, Pierre, et faire le lien entre la réserve fédérale américaine et ce qui s'est passé en Russie, puisque ce sont les mêmes personnages. Il y a une banque, précisément, qui s'appelle la banque Kuhn-Loeb-Eco, c'est elle qui a financé, dans laquelle on retrouve quelqu'un comme Jacob Schiff, et puis surtout le fameux James Paul Warburg, qui était l'administrateur de la banque Kuhn-Loeb-Eco, mais qui est le véritable fondateur de la réserve fédérale, et qui a déclaré un jour, nous aurons un gouvernement mondial, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est son fils. Oui, James Warburg en 46-48. Il l'avait bien formaté. Ah oui, et donc il est le fondateur, il est l'administrateur de la banque Kuhn-Loeb-Eco, mais il est le fondateur aussi de la réserve fédérale américaine. Même son premier président. Son premier président, exact. Et je vais continuer dans parce que on retrouve toujours les mêmes petits groupes, les mêmes oligarques. Ce sont des liens souvent familiaux d'ailleurs. Ethniques, financiers, religieux, spirituels. Corse. Toujours corse. On va avoir des emmerdements. On va se faire plastiquer le studio. Alors, en fait, vous parliez de Warburg, et je vais apporter de l'eau à votre moulin, puisque, en fait, il y a deux branches Warburg. Il y a la branche allemande et la branche américaine. Vous aviez Max Warburg, patron de la banque allemande, le siège à Hambourg, et son frère, naturalisé américain, Paul Warburg, qui en 1913 est devenu le premier patron de la Fed, qui je rappelle est responsable de l'émission monétaire, enfin du dollar, et qui est une banque indépendante de la Maison Blanche, que le président des États-Unis soit républicain, démocrate, blanc, noir, jaune. Capital. Là, je demande à nos auditeurs vraiment de comprendre ce qu'est en train de dire Pierre. C'est le secret de la politique mondiale. Voilà, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a deux choses dans l'histoire de l'humanité. L'argent et le cul. Vous enlevez ça, il n'y a plus rien. Pour l'argent, nerf de la guerre, quand vous avez une banque privée, indépendant du pouvoir politique, qui est responsable de la fabrication du billet, du dollar, qui, jusqu'à encore aujourd'hui, est la monnaie de référence, plus pour longtemps parce que le compte à rebours a commencé, ça vous donne la puissance colossale des personnes autour. Bon, donc c'est Paul Warburg qui est devenu le premier président de la Fed. Et pour la petite histoire, le lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez la création d'un institut de recherche, il n'y a pas de mot en français, le think tank, littéralement réservoir à penser, voilà. Le CFR, le Council on Foreign Relations, le premier patron, c'était l'ami Paul Warburg. Et pour vous montrer les liens euro-atlantiques de cette famille, Warburg, vous avez une entreprise allemande qui est très connue de chimie, qui s'appelle IG Farben. Eh bien, dans les années 20, le grand patron du service administratif, du comité directeur, d'IG Farben Allemagne, s'appelait Max Warburg, donc représentant allemand, siège à Hambourg, et le représentant comité directeur de IG Farben aux États-Unis s'appelait Paul Warburg. Donc, vous voyez, ça travaille main dans la main. C'est étrange. Vous vouliez rajouter un petit mot, Jeanne ?
Oui, est-ce que vous pourriez nous dire, alors vous nous avez parlé des Warburg, je pense qu'il faut redire la phrase, parce que c'est celle qui l'a rendue célèbre, qu'on le veuille ou non, nous aurons un gouvernement mondial. Le seul problème étant de savoir si nous l'imposerons par la force ou par le consentement. Eh ben voilà. Déclarer ça à la Chambre des représentants. Hein. Je crois que tout est dit là. Alors, chers auditeurs, je vous propose nous sommes à mi-parcours de l'émission, pardon. Nous allons faire une pause musicale et puis après nous développerons, notamment sur tout ce qui concerne l'Union européenne, comment elle s'intègre dans cette stratégie et puis la notion de communauté transatlantique. Et après, je pense que nous aurons fait, peut-être pas le tour de la question, mais en tous les cas, nous aurons certainement bien défriché le sujet. De retour sur Méridien Zéro, chers auditeurs, avec Pierre Hilard, où nous traitons du mondialisme. Alors, avant la pause, chers auditeurs, je vous parlais de l'Union européenne. L'Union européenne. Alors, une question, Pierre. L'Union européenne est-elle la stratégie du mondialisme, ou en tous les cas sa révélation, sa transcription dans le réel? J'ai envie de dire, est-ce que dès le départ, les dés n'étaient pas pipés? J'entends par là, non, pensez-vous, Jean Monnet, création de la CE, etc. Bon, est-ce qu'on n'était pas déjà d'entrée de jeu? C'est là pour ça. En fait, la volonté de mettre en place une Europe unifiée, c'est déjà dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20. Déjà, avec un personnage qui s'appelait Richard de Coudenhove-Kalergi, qui est le fondateur de la Pan-Europe. Pan-Europe, qui là aussi est un institut très puissant. Voyez-vous, dans les défenseurs de la cause nationale et des identités régionales, et je me range de ce côté-là, je suis pour, étant breton d'origine, pour la défense des identités régionales. C'est plutôt pas mal. Bien, Pierre. Ah non, mais vous savez, mais vous venez de marquer un point là. Ah non, mais c'est vous pas nous avez descendu quelques mythes. Bon là, vous remontez un peu. Non, mais c'est. En fait, moi, je suis pour parce que moi, je suis contre le côté jacobin destructeur. Pour la petite histoire, avant de continuer, la France de l'ancien régime, c'était des provinces qui respectaient les diversités. La France de la Révolution, c'est la mise en place des départements. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces idéologues... Ah bah si, je vais lire ce truc-là, parce que ces idéologues ça vous tient à cœur, merdeux, révolutionnaires, qui voyaient l'être humain de manière purement, vous savez, froide. En fait, les départements, à l'origine, la France était couverte de carrés. Un véritable damier, comme un jeu de dames ou jeu d'échecs. Donc vraiment, c'était une France en carré, le truc purement géométrique, froid, inhumain. Mais pour des raisons d'ordre pratique géographique, un trait avec sur une montagne, bien une rivière en zigzag, c'était pas évident. Et je vais continuer très rapidement et après je retombe. Ce principe jacobin, inhumain, en fait, qui est une étape du mondialisme. 1919. République de Weimar, vous avez un grand juriste qui est à l'origine des lois, des articles de la République de Weimar, enfin la Constitution de la République de Weimar. Ce juriste allemand s'appelait Hugo Preuss. Il voulait détruire les provinces allemandes, enfin les Länder, pour mettre en place des départements. Et en fait, ça s'appelait pas département, ça s'appelait les Gauen. G-A-U-E-N, pluriel, au singulier Gau, G-A-U. Mais comment dire, les entités bavaroises, saxonnes, etc. étaient assez fortes et les représentants ont réussi à bloquer. Et c'est Hitler qui, en 1933, qui a détruit les Länder et mis en place les Gauen, les départements. Et d'ailleurs, dans les films nazis, quelquefois, vous entendez le Gauleiter, qui est l'agent d'Hugo. C'est Hitler. Mais ce qu'on ne sait pas, et moi j'ai un malin plaisir à le dire, parce qu'en plus c'est authentique, c'est que Hitler a mis en place les Gauen voulus par Hugo Preuss. Hugo Preuss était juif. Ah! Et oui, le malin Adolphe. Et oui, donc c'est amusant de voir l'organisation administrative de l'Allemagne nazie qui en fait s'inspirait directement du principe jacobin, qui aurait dû en fait voir le jour en Allemagne grâce à un juriste suisse, Hugo Preuss. Bon, je fais une parenthèse. Bon, alors revenons à notre question. Donc, l'Europe, déjà cette volonté de créer une Europe unie, la Pan-Europe. Très rapidement, la Pan-Europe, ça va continuer avec ce que je disais tout à l'heure, a été créé en 1922. Objectif, créer une Europe unifiée contre la guerre. En fait, c'était dans un but d'insérer l'Europe unifiée dans un État mondial. Son fondateur, Richard de Coudenhove-Kalergi, financé par qui? Par les Warburg, Max Warburg en particulier. Et Hitler c'est l'intermède, mais je rappelle que vous allez voir pour l'Union européenne, en 1926, le premier congrès de la Pan-Europe, je crois que c'était à Vienne, a décidé de mettre en place des organes, des principes pour cette Europe unifiée. C'est en 1926 qu'ils ont décidé de choisir un hymne à l'Europe, l'Ode à la joie de Beethoven.
Et donc l'Union européenne, quand on entend l'Ode de la joie, en fait, c'était décidé en 1926 par les dirigeants pan-européens. Donc pour faire comprendre que ça, quand même, ça remonte. Bon. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette Union européenne, vraiment, va être lancée. Alors, 1957, je veux dire, l'accouchement, la date officielle, le traité de Rome, 1957. En fait, on peut relever 3 dates, 46, 47, 48. 1946, c'est le fameux discours de Winston Churchill, à Zurich, où il part d'une Union européenne dans le cadre des Nations Unies. Déjà, cette volonté de créer des blocs continentaux, européens en particulier, lui-même s'intégrant dans une gouvernance unifiée. Deuxième étape 1947, août 1947, en Suisse, dans un petit patelin, d'ailleurs qu'il y a souvent encore des réunions entre gens de la haute, un petit patelin qui s'appelle Gstaad, G-S-T-2-A-D, où vous avez eu en août 1947, et vous allez comprendre l'importance de cette date, la création de 2 instituts mondialistes, un à l'échelle planétaire qui s'appelle le WFM, qui est le sigle en anglais pour Mouvement Fédéraliste Mondial, créer des blocs continentaux, c'est dans la charte. D'ailleurs, c'est simple, il faut aller sur le site officiel des archives de l'Union européenne, donc je donne vraiment l'adresse de nos adversaires, www.ena.lu, Luxembourg. Vous avez toutes les archives européennes, tapez WFM, World Federalist Movement, et vous aurez le texte fondateur de cet institut pour créer des blocs continentaux dans le cadre du gouvernance mondiale. Et cet institut planétaire avait une subdivision, la branche européenne, UEF, si en anglais, pour l'Union des fédéralistes européens, qui actuellement est dirigée par un député anglais qui s'appelle Andrew Duff, Duff, D-U-2-F. Eh bien, c'est lui qui, en liaison avec un député autrichien, Johann Voggenhuber, et en liaison avec la Fondation Bertelsmann, qui est à l'origine de la relance du projet de Constitution européenne, Giscard après l'échec de 2003-2004, enfin 2005 avec le référendum, qui est à l'origine de la relance du projet de Constitution européenne, donc avec le traité de Lisbonne. Donc vous voyez comme cet événement de 1947, cet institut UEF a permis en 2005, 2006, 2007 de relancer le projet de Constitution européenne. Donc les événements actuels ont une longue origine. Et le troisième date, 1948, mai 48, avec le fameux congrès de La Haye, qui est vraiment l'acte fondateur de la relance de la construction européenne, présidée par Winston Churchill. Et en fait, d'ailleurs pour la petite histoire, je citais Richard Coudenhove-Kalergi, la Pan-Europe. En 51 ou 52, Coudenhove a écrit un bouquin intitulé « J'ai choisi l'Europe » et il a eu une personne qui lui a écrit la préface de son bouquin, c'était Winston Churchill. Donc vous voyez, on retombe toujours les mêmes copains. Et je vais continuer puisque ce congrès La Haye de mai 1948, en fait, n'a pas été organisé par Churchill. Il n'a fait que poser ses fesses, d'une certaine manière, lors de la grosse fesse avec son cigare et son whisky. En fait, celui qui a vraiment organisé tout ça, c'était le secrétaire général, qui était Joseph Ratzinger. À ne pas confondre avec Ratzinger, qui est le pape, Joseph Ratzinger. Et Joseph Ratzinger travaillait main dans la main avec le CFR américain et son homologue britannique Chatham House. Et c'est lui qui va être, Joseph Ratzinger, donc à l'origine de ce congrès de La Haye, mais c'est lui qui est à l'origine avec Rockefeller de la création en 1954 du Bilderberg. Donc vous voyez, à chaque fois... des Pays-Bas dont vous nous parliez tout à Voilà, l'heure. donc à chaque fois on retombe sur nos pattes. C'est un immense puzzle et chaque pièce s'emboîte. Il n'y a pas de complot, c'est archi-officiel, mais il faut être curieux. Vous pouvez nous dire juste un petit mot pour nos auditeurs qui éventuellement ne connaîtraient pas le Bilderberg? Au Bilderberg, ça a été créé donc en 1954 par Joseph Ratzinger et Rockefeller. David Rockefeller, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui a 96 ans et 1915. Et en fait, l'objectif, c'est de réunir la crème de la crème politique, économique, journalistique, pour faire avancer la cause mondialiste. Et c'est intéressant de voir que donc chaque année il y a une réunion, évidemment dans un pays européen, mais ou en Amérique du Nord, mais c'est toujours avec une protection policière extraordinaire. Aucune référence journalistique. C'est bien simple, vous avez une réunion de Bilderberg en 2003 à Versailles. Versailles était verrouillé par les flics, les militaires, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas eu un mot dans la presse. Et pourtant, il y avait tout le gratin politico-économique des grandes puissances réunies. On se serait cru mercredi soir devant le dîner du siècle. Voilà, mais là encore, parce que là c'est planétaire. Et enfin, le dernier dîner du siècle, il y avait de la présence policière quand même. Oui, quand même. Mais sauf si la vidéo a été enlevée, mais sur Dailymotion YouTube, pour les internautes, vous tapez Bilderberg 2000 Bruxelles. Et c'est le seul document officiel puisque c'est le journal télévisé belge, RTL Belgique,
donc la Christine Ockrent ou la Anne Sinclair du coin, qui présente le journal télévisé belge et qui parle de la réunion de Bilderberg qui a lieu en Belgique, du côté de Bruxelles. Et ensuite, il y a le reportage qui dure 3 minutes. Et il y a la vidéo où on voit, filmé de l'extérieur, entre autres l'ami Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Donc en fait, c'est le seul document officiel émanant d'un journal télévisé lambda, mais au moins ça montre que ça existe quand même. Je pense qu'il a des chances de louper la prochaine séance, l'ami DSK. Ah bon? Ah bon? Oui, peut-être, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En attendant, Il n'a jamais eu le temps de remettre son pantalon. pour retomber sur nos jambes avec le groupe Bilderberg, il faut savoir que le nouveau président de la Commission européenne, Van Rompuy, a été choisi lors d'une réunion de Bilderberg. Oui. Vous y étiez, mon cher Eugène? Il faut lire les livres d'Emmanuel Ratier, mon camarade. Ou bien... Toujours très bien renseigné. Ou les livres de Pierre Hillard, bien sûr. Alors ça, je l'avais pas écrit parce que mes livres sont sortis avant, mais la réunion a eu lieu... c'est un site internet pro-européen. En plus, la référence est un site pro-européen qui s'appelle, en anglophone, qui s'appelle EU Observer. C'était en octobre-novembre 2009. Il y a le patron Bilderberg actuel qui s'appelle Étienne Davignon, qui est accompagné d'Henry Kissinger. J'ai envie de dire que je comprends pas, mais c'est l'Europe, il a rien à faire, c'est américain, Henry Kissinger. Bon, bref. Eh bien si. Eh bien si, ça va de soi. Et ils ont fait passer un oral, comme un concours, à un certain Herman Van Rompuy, et l'oral s'est bien passé, il a été retenu. Voilà, donc pour montrer que ce sont ces gens-là qui décident, à titre petite information, un élément révélateur, quand il y a une réunion de Bilderberg, tous les participants portent tous un badge, avec leur nom, etc., puis voire même leur qualification, sauf 2. Le premier, David Rockefeller, le fondateur, c'est pas la peine d'avoir un badge. Et le deuxième, c'est la reine des Pays-Bas, la reine Béatrix, fille du premier président Bilderberg, le prince Bernhard. Prince Bernhard est le père de l'actuelle reine des Pays-Bas. Donc, vraiment, j'insiste sur l'importance des monarchies anglo-hollandaises liées aux pétroliers, la Shell, toutes ces entreprises. La reine des Pays-Bas est richissime, la reine d'Angleterre est richissime. Donc vraiment, il ne faut pas voir uniquement le carrosse et la main qu'on agite, c'est autre chose. D'accord. Quelle différence entre le Bilderberg et la trilatérale? Alors Bilderberg, c'est quand même à l'échelle planétaire. Trilatéral, comme son nom l'indique, ils ont un site internet d'ailleurs, et j'aurai une petite anecdote ensuite à raconter. Trilatéral, c'est l'Amérique du Nord, alors je précise l'Amérique du Nord, États-Unis, Mexique et Canada, Europe, deuxième pôle, et troisième pôle, le monde asiatique et le Japon. Mais en fait, et c'est tout récent, vous avez 2 nouveaux participants pour le bloc asiatique, la Chine et l'Inde. Et c'est sur le site officiel de la trilatérale. Et vous me parliez tout à l'heure du bloc euro-atlantique qui se met gentiment en place. En théorie, sur le site de la Commission européenne, parce que tous les textes sont sur le site de la Commission européenne, en théorie c'est pour 2015, avec toujours les possibilités de décalage. Un des meneurs en faveur de ce groupe, de ce bloc euro-atlantique, c'est un Français, membre de la trilatérale Europe, qui s'appelle Hervé de Carmoy. Carmoy, c'est R-M-O-Y. Et il a sorti en 2007 un bouquin qui était à la FNAC, au PUF, Presse universitaire de France, et le titre du bouquin s'appelait Euramérique. Tout simplement. Tout simplement, rien que le titre suffit. Voilà. Pour vous dire que le truc archi-officiel, le bouquin à la FNAC, Hervé de Carmoy, Mon trilatéral, Euramérique, voilà. Pour vous dire qu'il ne se cache pas. Qui en a parlé? Je crois que je suis le seul à en avoir parlé. Voilà. Ouais, c'est... Alors, est-ce que vous considérez, vous, que les grandes étapes de la création de l'Union européenne, enfin, le traité de Rome, le traité de Maastricht, Schengen, le traité de Lisbonne, est-ce que pour vous, à chaque fois, c'est une avancée du mondialisme? Oui, oui, c'est une avancée parce que à chaque fois il y a une étape et on voit quand le système bloque en 2005 où les Français et les Hollandais ont eu l'audace, l'outrecuidance de dire, en radio on peut pas le faire, mais enfin un bras d'honneur aux élites, en pseudo-élites mondialistes, euro-mondialistes en tout cas, les Français et les Hollandais ont dit non. Eh ben normalement la démocratie c'est Vox Populi, c'est le peuple qui a le dernier mot. Non, donc on commence. C'est mieux. Voilà, mais attention, on recommence, mais se sont dit, différemment. pas par la voie référendaire, parce qu'on va encore se faire la mettre profond, en gros, par la voie parlementaire. Petite quenelle. Oh, ils ont un bambou, tout ce que vous voulez. Le bambou, ça pousse en plus. Et bref, bon, j'arrête. Mais vous êtes en forme, Pierre Hillard, ce soir. Blague à part, et j'en profite pour rebondir,
lorsque le projet a été relancé, alors que le peuple dit souverain, hollandais et français, a dit non, c'est non. On est en démocratie, paraît-il. Hein. Ça a été relancé. En fait, ça a été relancé. La date officielle, c'est 1er juillet 2005, à Berlin, dans les locaux de Bertelsmann, en liaison avec, je le citais, Andrew Duff, et ce député autrichien au Parlement européen, Johannes Voggenhuber, et ils se sont appuyés à l'époque sur 2 présidents au sein du Parlement européen, parce que vous savez, au Parlement européen, vous avez des commissions pour les affaires étrangères, enfin tous les... Hein, et à l'époque, vous avez 2 présidents de 2 commissions, l'un pour les affaires étrangères et l'autre pour la construction européenne. Je suis désolé, 2 Allemands, Jo Leinen et Elmar Brok. Elmar Brok, d'ailleurs, chose très intéressante, qui a fait une partie de sa carrière professionnelle chez Bertelsmann. Alors justement, Voilà, vous avez écrit un livre sur cette fondation Bertelsmann. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots? Vous dites que c'est un think tank puissant, que c'est un empire de presse. Ils sont à la tête d'un empire de presse. Alors Bertelsmann, ce livre, il y a une petite erreur pour le titre du bouquin. Le titre du bouquin qui est sorti en 2009, c'est la fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale. En fait, j'ai voulu, en faisant ce bouquin, qui est le premier en langue française, montrer comment un institut ultra puissant agit pour faire avancer la mécanique. Parce qu'on dit toujours mondialisme, etc. Oui, d'accord. Mais comment ça se met en place, comment ça agit? Alors, en fait, l'historique, très rapidement, Bertelsmann a été créé à l'origine par un certain Bertelsmann, un Allemand, donc en 1835. C'était vraiment une petite imprimerie, mais vraiment d'amateur, si je puis dire. Et puis, au fil des décennies, la chose s'est développée et c'est devenu un empire de l'imprimerie, des médias, à titre indicatif, durant la Seconde Guerre mondiale, c'était les imprimeries Bertelsmann qui imprimaient tout pour la Wehrmacht. Hein. Tous les revues, c'était le grand imprimeur au service du nazisme. Ça, ce côté-là, ils ont collaboré avec tonton Adolphe, il n'y a pas photo. Bon, bref, c'est comme ça. Fédérons avec qui on peut. Voilà, oui, mais bon, l'un des descendants donc a abandonné, c'est son petit-fils qui a pris la suite, donc Reinhard, je crois que c'est Reinhard Mohn. Alors il s'appelle Mohn, en fait, il est descendant de Bertelsmann par les femmes. La branche masculine est éteinte. Bon, bref, peu importe. Et l'empire Bertelsmann, c'est 2 choses. Premièrement, c'est un empire des médias. Alors quand je dis médias, à l'échelle planétaire. Vous écoutez RTL, télévision, radio, le patron c'est Bertelsmann. La revue Géo, bonne revue, c'est Bertelsmann. Vous avez votre copine qui va chez le coiffeur, qui lit femme. Vous m'avez fait peur l'espace d'un instant. Bref. Là, je n'ai pas saisi. Enfin, bref, vous me direz ça après. Les demoiselles ou peu importe qui lisent Femme actuelle chez le coiffeur, c'est Bertelsmann. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, en fait, ces revues-là s'adressent à toutes les origines, le côté un peu, entre guillemets, intello, géo, et puis pour ceux qui voient ça d'une manière assez légère, la revue Femme Actuelle, ça se lit facilement, ou VSD, mais c'est pour s'attaquer à toutes les couches de la société, peu importe le niveau d'études, etc. La première maison d'édition américaine, Random House, c'est Bertelsmann, et Random House, maison d'édition américaine dirigée par Bertelsmann, a édité les bouquins de Barack Obama. Donc vous voyez comme les connexions se mettent en place. Bon, la chaîne de télévision M6, le patron c'est Bertelsmann. Bon, pour vous dire qu'on est concerné au premier chef. Donc c'est un empire des médias. Colossal, ultra puissant. Et je ne vous parle pas de toutes les revues, radios, télévisions qui dirigent en Europe centrale, en Russie, bon bref. Méridien Zéro, ça pourrait les intéresser? À mon avis, j'ai des doutes. Mais enfin. On sait jamais, et Eugène. Vous savez, pour la France 15, je pense, je crois le truc est en train d'être vendu par Bertelsmann, France Loisirs. Oui. Bertelsmann. Ah bah dites donc. Mais c'est en train d'être vendu, ils sont en train de vendre ça, mais jusqu'en 2010, France Loisirs, le patron c'est Bertelsmann. Pour vous dire que ça touche la vie de tous les jours, que les auditeurs comprennent qu'ils ne sont pas sur notre planète. Bon. Donc, c'est un empire des médias. Deuxième point pour Bertelsmann, et là c'est plus récent, 1977, c'est la création de la Fondation Bertelsmann, le think tank, comme on disait les Allemands, la Denkfabrik, littéralement la fabrique à penser. Et cette Fondation Bertelsmann, irriguée par la superpuissance financière médiatique, l'un appuie l'autre, vous allez voir comment, cette Fondation Bertelsmann s'occupe de 3 points. Construction européenne, partenariat transatlantique et relations avec les pays musulmans et Israël. Et entre autres, il est spécifié
la volonté, alors je dis bien pas de coopérer, d'intégrer les pays sud-méditerranéens, donc Maroc, Algérie, Tunisie, etc., à un bloc euro-atlantique unifié. Vous retrouvez cette formule et le verbe intégrer, je dis bien intégrer, pas coopérer, dans les documents de la Commission européenne, qui sont sur le site de la Commission européenne, les documents des années 2003-2004, qui disent que tous les pays, ça s'appelle la PEV, PEV pour politique européenne de voisinage, il est dit qu'il faut intégrer politiquement, économiquement, culturellement tous ces pays sud-méditerranéens à un axe euro-atlantique. Et lorsque vous avez eu un document qui était signé entre Schröder et Bush le 27 février 2004, ce document s'intitulait Alliance germano-américaine pour le XXIe siècle, vous n'avez pas eu un mot dans la presse française, c'était la une du Herald Tribune que j'ai conservé à titre d'exemple. Il est dit à un moment donné dans cette alliance germano-américaine pour le XXIe siècle qu'il faut rattacher les pays du Proche et Moyen-Orient à cet axe euro-atlantique. Bon. Et la Fondation Bertelsmann s'active à rattacher donc tous ces pays sud-méditerranéens à cet axe euro-atlantique. Mais alors, ça se fait pour les pays musulmans dans le cadre de ce qu'on appelle les discussions de Kronberg. Mais il y a Israël. Et vous avez au sein de la Fondation Bertelsmann une branche qui s'appelle le dialogue germano-juif, qui dit, et je cite des textes officiels, qu'il faut créer 3 piliers du judaïsme. Il y a une communauté juive nord-américaine, un pilier, une communauté juive en Europe, 2e pilier, Israël représente le 3e pilier. Et que ces 3 piliers doivent constituer cette immense architecture euro-américano orientale, proche-orientale, donc on a un seul bloc politique économique, et ils disent, mais le problème c'est que vous avez les musulmans qui ne rentrent pas dans cette philosophie mondialiste en raison de l'islam, qui est pour eux rétrograde. Alors, donc là, il faut changer l'islam. Vous êtes quand même en train de nous dire là que l'islam serait un rempart au mondialisme? Alors, je suis... Ça interpelle, je dirais. Je pense, oui, mais je vais essayer de vous satisfaire avec mes explications. Voyez-vous, je suis catholique convaincu. Jamais je vais me convertir à l'islam, ça sûrement pas. Je suis catholique convaincu. Il n'empêche, je constate que il y a encore dans les sociétés musulmanes des valeurs classiques dans la vie de tous les jours. Et le meilleur exemple, d'ailleurs je le cite souvent lors de conférences, le meilleur exemple que je puisse citer, aller organiser une Gay Pride dans un pays musulman. Il y en a qui ont essayé. Ça n'a pas duré. Ça a été vite. Bon, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans les sociétés musulmanes, une vision encore classique du couple, un homme, une femme, et voire même, ça va encore très loin, puisque la femme doit être vierge. C'est vraiment, ça rigole pas. Il y a quand même des valeurs classiques qui animent les structures de ces sociétés marocaines, égyptiennes, etc. Un homme, plusieurs femmes, c'est pas classique, ça, pour nous. Il y a quand même, vous avez aussi différentes branches de la polygamie dans certains pays. La polygamie qui est interdite au Maroc. Vous avez tous les cas de figure. Mais vous avez quand même des respects de certaines valeurs classiques. Loin de moi, je ne veux pas défendre ça, mais je reconnais un fait. Comme un truc tout bête, l'usure. L'usure dans un pays musulman, c'est impossible. Je reconnais que l'Église catholique disait la même chose. L'Église catholique a toujours condamné l'usure. Et l'usure a toujours été prônée par qui? Par 2 branches, le protestantisme et le judaïsme. Vous pensez bien que la mentalité musulmane, entre autres, avec le refus de l'usure, ça ne colle pas à l'esprit mondialiste mercantile. C'est évident, là. Donc il faut détruire cette manière de penser pour rendre, entre guillemets, cet islam, j'allais dire, moderne à leur sauce à eux. Un Vatican II pour les musulmans. C'est ce que j'appelle un Vatican II musulman, parce que Bertelsmann le dit dans leurs travaux, il faut modifier l'islam pour le rendre moderne. Je résume sans trahir leur pensée. Et en fait, la formation, en gros, ce sont les militaires américains qui ont lâché le morceau. Et j'en parle avec les cartes qui vont, donc la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, où vous avez une revue militaire américaine qui s'appelle AFG, qui a sorti donc cette revue en juin 2006, qui présente 2 cartes. Une carte représentant le Proche-Orient frontière actuelle, et puis une deuxième carte aux frontières modifiées en fonction de critères ethniques et religieux. Alors vous avez l'Arabie Saoudite qui éclate, l'Irak qui éclate, la Turquie, etc., avec un Kurdistan irakien, turc, syrien et iranien unifié. Le Kurdistan, c'est là où se trouve l'eau et le pétrole. Avec ça, bon. Et il y a un article qui accompagne ces 2 cartes. Déjà le titre, Frontières de sang, c'est déjà révélateur.
Et il lâche le morceau, ce militaire américain, il s'appelle Ralph Peters. Ralph Peters qui évidemment ne fait que reprendre des travaux d'une longue tradition, et entre autres la tradition de cet islamologue juif anglais naturalisé américain qui s'appelle Bernard Lewis, qui est très âgé là dans les 90 balais, qui est le conseiller de Brzezinski lui-même, conseiller du président Obama, Membre qui de la trilatérale. oui, alors, ils sont membres de tout, hein, sauf des bonnes choses. Multicarte. Voilà, et Boyman Grove et compagnie, enfin bref. Et comment il s'appelle, Bernard Lewis, qui déjà dans les années 70, avec son copain Brzezinski, avait concocté des modifications de frontières au Proche-Orient et puis tout l'Est de l'Afrique. Et ces modifications ont été même présentées dans la revue Time. Et si vous tapez Time, Bernard Lewis, 1979, je crois pas me tromper d'année. En tapant image, vous aurez la photo de la couverture de Time avec ces blocs, ce bloc, je vais dire proche-oriental, et en arrière-fond, l'ours soviétique. Donc vous voyez, ce sont des choses anciennes. Et Ralph Peters ne fait que reprendre cette tradition. Je rappelle que l'expression choc d'utilisation, qui est toujours attribué à Sam Huntington, n'est pas de Sam Huntington. Il n'a fait que reprendre l'expression. C'est Bernard Lewis qui, en 1957, avait utilisé la première fois cette expression choc des civilisations. Et ce Ralph Peters, qui n'a, je veux dire, le fils spirituel de tous ces gens-là, dans cette carte avec les remaniements territoriaux, avec une Arabie Saoudite qui éclate, accompagné donc de cet article, dit bien qu'il faut mettre en place un État sacré de l'islam regroupant la Mecque et Médine, et il ajoute texto, d'ailleurs je le texte devant moi, je cite Ralph Peters, donc il parle de la famille régnante des Saouds en Arabie Saoudite, qui dit une famille de bigots. Alors je cite Ralph Peters. La cause principale de la large stagnation du monde musulman réside dans le traitement réservé à la Mecque et à Médine, considérés comme leur fief par la famille royale saoudienne. Les lieux saints de l'islam, soumis au contrôle de la police d'État de la part d'un des plus bigots et oppressifs régimes au monde, ont permis aux Saouds, la famille régnante donc d'Arabie Saoudite, de projeter leurs croyances wahhabites à la fois intolérantes et disciplinées au-delà de leurs frontières. Écoutez ce qu'il dit, toujours Ralph Peters, imaginez comme le monde musulman se sentirait mieux si la Mecque et Médine étaient dirigées par un conseil représentatif tournant, issu des principales écoles et mouvements de l'islam, dans le monde au sein d'un État sacré islamique, une sorte de super Vatican musulman, où l'avenir de la foi serait débattu au lieu d'être arbitrairement fixé. Et là c'est moi qui parle. Je commande les propos de Ralph Peters et j'écris « Ce point est capital puisqu'il révèle la volonté de réformer l'islam afin de l'adapter aux principes occidentaux, une sorte d'islam des Lumières, élaboré au cœur de cet État sacré islamique, permettrait de rayonner sur l'ensemble du monde musulman et de remodeler les esprits afin qu'ils épousent pleinement la philosophie mondialiste. D'une certaine manière, cette refonte des esprits se ferait dans le cadre d'un Vatican II musulman. » Et ben, c'est ce qui se passe actuellement avec ce qui en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Et alors, mais qui le dénonce aujourd'hui politiquement là, parce qu'on va essayer de revenir un peu à la situation politique, on va dire française. Y a-t-il un homme politique qui se dresse? Non. Alors, et surtout pour comprendre ces événements, je peux vous raconter une anecdote. Remarquez, parce qu'on a beaucoup de femmes en ce moment, plus que des hommes d'ailleurs. C'est interchangeable tout ça, on compromise à peu près. D'accord. En fait, je vais raconter une anecdote qui est archi-officielle. Elle a été racontée à Radio Courtoisie lorsque l'une des rares fois maintenant où je fais une émission de Radio Courtoisie, c'est le député Jacques Millard qui a raconté l'anecdote. Donc c'est vraiment officiel. Et le 22 décembre 2010, et je répète la date, 22 décembre 2010, vous avez eu un séminaire à l'Assemblée nationale avec tous ce qu'on appelle les experts des relations internationales de l'IFRI, l'IRI, c'est ceux qui ont des tronches de premier de la classe mais qui fondamentalement n'apportent rien. Jacques Millard racontait, ils ont parlé de tout. La Russie, Chavez, la dissémination nucléaire, etc. De tout sauf de tous ces événements qui allaient éclater dans les quasiment jours, semaines en Tunisie, etc. ailleurs, en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Pas un n'a évoqué, n'a senti. Et donc la vague de fond. Et en fait, quand je lui ai parlé, j'ai dit que c'était normal, que premièrement, ils n'apportaient jamais rien, ces gens-là, on s'emmerdait royalement, mais que deuxièmement, je sais pourquoi ils n'ont pas apporté ces choses-là, parce que ces gens-là ont une vision matérialiste des choses. Tout se règle chez eux en fonction du PIB, du taux de démographie, etc. Qu'il faut voir, on ne peut pas négliger ça. Mais ils n'ont pas compris, et d'ailleurs mes interlocuteurs lors de cette émission, Jacques Millard et Henri Foucault, n'ont pas compris, quand j'aurais dit qu'en fait, on mettait en place
un Vatican II musulman, enfin une tentative pour réformer l'esprit musulman qui ensuite allait se répercuter sur le domaine politique. Et que l'élément clé qui fait que les choses achoppent, c'est que le Christ a apporté cette vision révolutionnaire de la distinction du spirituel et du temporel, depuis la fameuse formule « rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César », alors que l'islam fusionne les deux. Ce qui fait que, et je cite toujours cet exemple, si vous êtes catholique convaincu, vous devez, le vendredi, mort du Christ, manger du poisson, des légumes et pas de viande. Si vous commettez une faute en mangeant la viande, eh bien vous allez devoir vous confesser auprès de votre prêtre, enfin confesseur, point barre. Et il y a eu ce cas au Maroc, Rabat, Casablanca, peu importe le coin, il y a 2-3 ans, où vous avez, durant le ramadan, des Marocains qui ont violé les lois de l'islam en mangeant plein ramadan, en plein jour sur la place publique, donc ils commettaient une faute spirituelle, mais ils ont été arrêtés par le pouvoir temporel, par la police, et condamnés par le tribunal marocain en fonction de l'article, je ne sais plus combien, du Code civil marocain. C'est normal, il y a une fusion des deux. En France, vous faites la viande un vendredi, jamais les flics, enfin les policiers iront vous arrêter et encore moins vous traduire en justice. C'est ça la distinction spirituelle temporelle. Et c'est ça que les euromondialistes veulent faire. Ils veulent, j'allais dire, laïciser l'islam pour aboutir à un islam perméable à leurs principes. D'où la création d'un État sacré musulman. Et en fait, la première fois que je l'ai évoqué, c'est dans mon livre « La décomposition des nations européennes » à la page 150, où je dis en gros que ces principes euromondialistes qu'on veut mettre en place à condition de réformer l'islam vont donner un choc des civilisations parce que ce sont deux mondes radicalement différents. Et je dis à un moment donné dans ce bouquin de 2004-2005 que fatalement l'un devra croquer l'autre. Voilà. Et les événements d'aujourd'hui ne m'étonnent pas. En revanche, les friléristes, eux, ils sont tombés des nues. Bah oui, ce sont des gens matérialistes. Alors précisément, moi j'étais tombé des nues en lisant ce chapitre sur votre livre sur la marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Mais les mains m'en suis tombé encore plus quand vous avez été le premier et le seul à nous parler de cette fameuse communauté transatlantique. Et je suis étonné de voir que dans notre mouvance, personne n'en parle, alors que l'échéance, normalement, a été fixée pour 2015, si mes souvenirs sont bons, et personne n'en parle, y compris nos hommes politiques qui sont censés nous représenter. Je parle de ceux de notre famille. Hein. Voilà, alors... Comment vous expliquez ça déjà? Alors, je dois vous dire, il y a un homme politique qui en a parlé, qui n'est pas de notre mouvance, c'est Mélenchon, sur BFM TV. Et là, je dois reconnaître, c'était il y a 2 ans, 3 ans, je lui avais envoyé mon bouquin, je dois vous dire. Avant ou après? Avant qu'il le dise. Voilà. Je l'avais envoyé. J'avoue que je l'ai envoyé. Non, c'est mon éditeur qui l'a envoyé à différents hommes politiques de gauche et de droite. Ben, il y a que Mélenchon à va relayer. Entre nous soit dit, je me suis dit, il dit une chose juste, mais putain, j'aimerais entendre d'autres personnes le dire. Et voilà. non. Eh ben non. Et pourtant, en fait. Alors, par exemple, soyons clairs. Est-ce que les présidentielles, c'est l'année prochaine. Est-ce que vous pensez pas qu'un scandale comme ça, parce qu'on va parler quand même du cœur de ce scandale, la communauté transatlantique, est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à rencontrer Marine Le Pen pour lui faire un petit exposé sur le sujet? J'ai eu l'occasion déjà de m'adresser à différents hommes politiques de gauche et de droite, dont Marine Le Pen et Bruno Gollnisch. Je leur ai évoqué ces faits. D'accord. Alors, et puis, Marine, Bruno, la suite. Si vous nous écoutez, Pierre Hilard est disposé à vous entretenir. Mais ils le savent. Je leur ai dit. Non, on leur redit. Je me souviens que même à l'époque, j'avais une émission à Radio Courtoisie avec Bruno Gollnisch et je lui avais dit que je regrettais que la FN n'en parle pas. Et il a dit que si on en parlait. J'ai dû louper un wagon, mais en fait, ils n'en ont jamais parlé. Peut-être à titre privé, mais officiellement jamais. Pour que nos auditeurs comprennent bien, Pierre Hilard, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, je vais parler d'un point de vue général. Je ne veux pas rentrer dans les détails. L'objectif, c'est, dans la pensée mondialiste, une gouvernance mondiale, en mettant en place des blocs continentaux unifiés, européens, africains, un bloc continental africain, un bloc sud-américain unifié, qui a été créé d'ailleurs de la manière plus officielle en 2008, l'UNASUR, et un bloc nord-américain unifié, Canada, États-Unis, Mexique. Le document a été lancé de manière plus officielle en 2005. Alors, gouvernance, c'est pas gouvernement, hein, faut pas se tromper quand même. Oui, vous savez, à l'origine, c'est anglo-saxon. Governance, la traduction n'est pas
Il n'y a pas de traduction littérale, c'est comme think tank, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on prend pas, enfin, on n'a pas une tête identifiée. Voilà, la tête, elle peut changer. En fait, on a toujours l'idée qui est derrière. Les têtes sont les grandes familles oligarchiques des hautes banques. Bon, bref, On trouve les mêmes. on trouve les mêmes. Bon, et en fait, l'objectif, c'est de créer un bloc nord-américain unifié. Et en théorie, ça devait voir le jour en 2010. D'ailleurs, c'est ce que j'écris dans mon bouquin, La marche irrésistible d'une valeur mondiale. Et évidemment, toujours 1, 2, 3, 4 ans de décalage. Il y avait des Français dans l'administration, ils ont fait grève, non? Non, mais enfin, vous savez, c'est tellement énorme de concilier tout le reste que, bon, en fait, le truc est lancé. Mais ce bloc nord-américain doit voir auparavant l'effondrement du dollar pour créer une Fed nord-américaine avec une nouvelle monnaie, le nom n'est pas sûr, Amero, dollar nord-américain ou autre nom, et le tout, j'allais dire, dans un cadre unifié mondial avec une monnaie mondiale. Bon. Alors, il y a un bloc nord-américain qui est en voie de préparation, de mise en place, et d'ailleurs, à titre d'information, et là tout le monde peut le vérifier, vraiment je n'invente rien, vous avez un géographe qui est en même temps un diplomate qui s'appelle Michel Fouché, Fouché ER, qui est un mondialiste. Je suis toujours un peu le bonhomme, parce que quand il écrit, il connaît certaines choses des coulisses du système, il a été entre autres ambassadeur de France dans un État balte. Il y a 6 mois de ça, en octobre-novembre 2010, il a sorti un bouquin de géopolitique qu'on trouve à la FNAC qui s'appelle La bataille des cartes, un truc classique de relations internationales. Bon. Et à la fin du livre, et toutes les personnes peuvent vérifier, donc je dis bien La bataille des cartes, Michel Fouché, à la fin du bouquin, il y a la carte des grands blocs continentaux avec une légende. Alors pour l'Europe, Union européenne. Pour l'Afrique, Union africaine, qui doit voir le jour en théorie pour 2015. Mais déjà, l'Union africaine a été lancée en 2002 et la concrétisation en théorie, c'est 2015. Et puis pour le bloc nord-américain, Canada, États-Unis, Mexique, il va mettre ALENA. Il met pas ALENA, il met Union nord-américaine. Or, à l'heure où je vous parle, l'Union nord-américaine n'existe pas, c'est l'ALENA. En fait, il a pris de l'avance, tout simplement. C'est des trucs... bon. Alors, donc il y a un bloc nord-américain qui doit voir le jour 3 mois, 6 mois, dans 2 ans, 3 ans, mais en théorie, bientôt. Qui verra le jour. Vous avez le bloc européen qui est sur le point d'être parachevé, et l'objectif des élites anglo-américaines et allemandes, en particulier, c'est de créer ce qu'ils appellent un G2. Euro-Atlantique, G2 c'est bien l'expression, hein, ou bien même ils appellent ça une région Europe-Amérique. Texte officiel. Hein. Un bloc de 800 millions de consommateurs, parce que chez ces gens-là, on est toujours consommateurs, hein, c'est toujours du temporel qui fonctionne, avec une assemblée transatlantique réglant un espace unifié politique, économique et militaire, euro-atlantique, qui en théorie doit voir le jour en 2015, avec toujours des petits décalages. Et tous les textes sont sur le site de la Commission européenne. D'ailleurs, mes étudiants, ils avaient tous à apprendre ça par cœur. 1990, déclaration transatlantique. 1995, le NTA, qui est le site pour le nouvel agenda transatlantique. 1998, le mot est très facile à retenir, c'est le PET, PET, pour le partenariat économique transatlantique. 2003, une stratégie pour renforcer le cadre euro-atlantique. Et 2007, le dernier document, le CET, Conseil économique transatlantique. Ils avaient tous à apprendre par cœur. Document sur le site de la Commission européenne. Et le goulot d'étranglement, théorie 2015, avec 1, 2, 3, 4, 50 décalages peut-être, mais en fait, c'est archi-officiel. Et en fait, ils veulent créer ce bloc euro-atlantique de 800 millions de consommateurs pour faire un bloc qui va contrebalancer la Chine, l'Inde. Voilà. En sachant que le monde asiatique fait partie du système, comme H.G. Wells, ou Orwell plutôt dans 1984, où vous avez Océania, Est-Asia, Eurasia, qui à la fois s'opposent, se tape dessus, mais pas trop pour ne pas tuer l'adversaire qui est utile. Donc en fait, c'est je t'aime, je te déteste, mais ne crève pas tout de suite. Voilà. Mais concrètement, alors la charpente de l'affaire, c'est quoi? Il y a un parlement commun entre les États-Unis? Une assemblée... Non, Amérique du Nord, Union nord-américaine, communauté nord-américaine, une assemblée transatlantique. Et d'ailleurs, vous avez eu des résolutions du Parlement européen, une de 2006 en particulier, en faveur d'une assemblée transatlantique. Le texte est sur le site du Parlement européen. Pour vous dire. Nous... Et je tiens à préciser une chose. Je parlais de Richard de Kounanoff-Kalergi. 1950, il a reçu la plus haute distinction européiste, qui est le prix Charlemagne. L'ont reçu en 1987 Henry Kissinger et en 2000 le Bill Clinton. D'ailleurs, qui parle de la régionalisation de l'Europe avec beaucoup de chaleur. Pourquoi? Parce que les régions ne dépendent plus des États, mais des lobbies de Bruxelles, et les lobbies de Bruxelles sont anglophones. En 1950, dans son discours de remerciement, qu'est-ce qu'il dit, Kounanov? Qu'il faut créer une Europe unifiée de la Finlande
au Portugal, de l'Islande à la Turquie, avec une constitution fédérale, et il dit qu'il faut mettre en place une union atlantique, l'Empire britannique faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Et il ajoute, c'est une fédération à trois. Nous sommes en 1950. Et en fait, tout est exposé de la manière la plus officielle possible. Mais maintenant, ils doivent passer à la pratique. Enfin, ils sont en pleine dans la pratique. Mais est-ce qu'ils vont réussir à finaliser? Non, mais ça, c'était ma question. Ben là, c'est Babel. Alors, Ils vont échouer. Alors, voilà. Et eux, il nous reste très très peu de temps. Il doit nous rester 4 minutes. Comment sont choisis les hommes alors? Parce qu'il y a un organisme qui s'appelle la FAF, ça va plaire ça? La French... La French American Foundation, la Fondation franco-américaine, entre autres, qui, elle, joue un rôle pour le bloc euro-atlantique, mais plus précisément pour les relations franco-américaines, qui a été créée par des élites américaines et françaises, entre autres un certain Jean-Louis Gergorin de l'affaire Clearstream, et qui recrute après sélection des hommes et des femmes qui occupent les postes clés, américains ou français, dans le domaine politique, journalistique, militaire. Alors côté américain, le couple Clinton, par exemple. Hein. En fait, ce sont des recrues, des poulains qui présentent un profil, dans le bon sens, ambitieux, et qui sont appelés à occuper des postes élevés. D'ailleurs, c'est dans les textes officiels, qui sont recrutés en fonction de leur capacité, dans le but d'occuper des postes élevés. Et côté français, vous avez, on parle de François Hollande. François Hollande est un young leader, recruté dans le cadre de la Fondation franco-américaine. Vous avez aussi Arnaud Montebourg. Juppé. Mais vous avez aussi Alain Juppé. Vous avez eu... Young leader, Alain Juppé, les gars. Oui, oui. Anne Lauvergeon d'Areva, des grands voilà. les patrons Et il y a d'Avas. une femme qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Emmanuelle Mignon, qui a été, durant la première année, ou les 2 premières années, je ne sais plus, enfin tout au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, sa directrice de cabinet. Donc vous voyez, le cœur même de l'appareil politique français en fait partie, et vous avez entre autres Laurent Wauquiez, Kosciusko Morizet, voilà, enfin bref, ce qui fait que ça soit la gauche ou la droite, en sachant que ça n'a absolument aucun sens, cette fondation franco-américaine à ces hommes et ces femmes à elle. Voilà. Vous avez aussi, comme on dit, elle a été recrutée en 2001, Nicolas Dupont-Aignan. Mais tiens donc. oui, attention, il vous a fait un procès. Hein, il non, vous a non, menacé non, de procès il sur m'a Courtoisie. menacé, mais son nom a été enlevé du site internet de la Fondation franco-américaine. Il a demandé parce qu'il me menaçait de poursuite. Mais oui, mais son nom était toujours sur la page. Alors lui, il disait toujours, et il mentait, il racontait des histoires, qu'il avait prononcé uniquement une conférence. Mais c'est pas ça le truc. Pour être young leader, il suffit de lire les textes officiels. Il faut être sélectionné. C'est comme passer un concours. C'est un oral. Il faut remplir le papier officiel. Vous êtes convoqué tel jour, telle heure. Et vous êtes retenu si vous apportez des cautions. On dit qu'un celui-là est intéressant, on le garde. Et c'est comme ça. Voilà. Maintenant, son nom a été enlevé. Mais moi, j'ai les documents d'origine, donc je suis un grand sentimental, je conserve. C'est important. Des fois, ça peut largement aider, surtout dans ce genre de situation. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, il est temps, il est l'heure de conclure. En tous les cas, Pierre Hilard, c'était passionnant. Je vous remercie vraiment. Merci de m'avoir invité. Et je demande aux auditeurs, l'ennemi a le très gros moyen, mais il perdra. Nous serons vainqueurs. Mais il faut s'instruire, car il faut connaître l'ennemi, ses origines, ses buts. Et quand on connaît l'ennemi, on peut lui tendre le coup plus facilement. Voilà, donc courage. Eh bien, écoutez, c'était le mot de la fin. Je remercie également notre ami Lord Tesla pour la technique. Et vous avez 2 secondes 23, Eugène. Oui, pour poursuivre la discussion avec Pierre, vous pourrez retrouver un article justement sur la communauté transatlantique dans le prochain numéro de Réfléchir et Agir qui va paraître dans 15 jours et dont le thème central sera ces oligarchies qui nous oppriment. Voilà. Merci à vous. Merci.